merci d'être venu ici malgré le magnifique soleil, malgré Roland-Garros et malgré la Pentecôte. Nous sommes très heureux d'ouvrir aujourd'hui le 7e épisode du séminaire de Mehdi Belhaj-Kassem, qui est décliné sous la forme d'un abécédaire autour de ces concepts. Un grand merci, comme toujours, à la Générale, qui nous reçoit peut-être la place Voltaire, et donc la Générale étant un lieu de production, de création, d'expérimentation alternative. Le mois dernier, Mehdi avait abordé le concept de transgression, qui est un concept central de sa philosophie et qui justifie qu'on y revienne, que Mehdi y revienne aujourd'hui donc pour une deuxième session. J'ai dit on parce que le dispositif aujourd'hui va être un peu différent, comme pour ironie. Je vais poser des questions. Voilà. Et donc je donne tout de suite la parole à Mehdi. Voilà, c'est un peu pour les mêmes raisons que pour ironie, c'est-à-dire que mon ordinateur a planté la veille. En plus, j'ai eu une bronchite carabinée toute la semaine que j'ai encore, donc je suis épuisé. Donc quelque part, ça m'arrange de faire quelque chose de plus cool, de moins didactique. En plus, j'avais envie de... Et puis je comprends très bien les gens qui ne sont pas venus. J'en ai eu aussi peu de... Moi, j'aurais préféré aller faire de la barque d'un scène que venir parler ici, surtout dans l'état où je suis. Ou de rester allongé, mais il fait trop chaud chez moi. Donc ce que je comptais faire aujourd'hui, c'était... il y a quelque chose d'un peu en abîme, c'est-à-dire que je comptais simplement récapituler tout ce qu'on a dit la dernière fois, et comme je vous ai expliqué une des dernières fois, la philosophie n'invente jamais rien par elle-même. Donc là, on est vraiment aussi dans la mimésis proprement philosophique. C'est-à-dire elle reprend des phénomènes, des événements politiques, artistiques, des énoncés scientifiques qui lui préexistent, et elle les agence d'une certaine manière, qui font voir tous ces phénomènes, tous ces énoncés, toutes ces propositions, tous ces événements de manière inédite. Et donc là, c'est en abîme, parce que non seulement c'est le travail philosophique même, mais je comptais simplement répéter dans ma conférence qui est perdue dans cet ordi. C'est comme les vieilles voitures, je garde cet ordi alors que je sais qu'il se plante régulièrement, il va falloir que j'en achète un très 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 prochainement. Donc vous voyez, c'est comme du sampling, c'est vraiment comme la musique des années 90, la musique sérieuse des années 80, c'est réutiliser des choses qui ont déjà été là et produire malgré tout du nouveau. C'est-à-dire, je voulais me livrer à l'exercice de ne faire que répéter ce que j'ai dit les dernières fois, que pourtant à la fin de la séance, on voit encore des choses entièrement nouvelles. Alors évidemment, j'exagère un petit peu, il y aura 2-3 choses nouvelles précisément sur l'articulation de cette question de la transgression, puisque la dernière fois, j'ai fait quelque chose de seulement, symptomatique, phénoménal sur le statut de la transgression dans l'art contemporain depuis Sade, le devenir du romantisme, le devenir de l'avant-garde et l'espèce d'involution dans le postmodernisme. Peut-être que Philippe va me poser la première question. Voilà, donc je l'utilise pour qu'il me tende des perches, parce qu'avec cette bronchite, je me sentais, et sans ma conférence qui m'aurait servi de béquille, je me sentais absolument incapable de faire quoi que ce soit, comme ça, avec les notes que j'ai essayé de prendre hier et ce matin. C'est vraiment trop informe pour que je puisse en faire une conférence listienne, donc on a décidé de refaire comme la seconde séance, et le jeu des questions-réponses, qui vous impliquera évidemment au bout d'une heure. C'est ça, c'est que vous êtes fermement invité une fois notre causerie accomplie d'ici une heure à participer activement à la conversation. Voilà, de toute façon, c'est un dispositif ambigu puisque vous êtes là et en même temps il y a une caméra, donc il faut un micro. Tout ça. C'est ça aussi, c'est comme il y a YouTube. Tout ça complique un peu, mais voilà, puisque vous êtes là, profitez-en et qu'on essaye de parler le plus librement possible. Donc, ma première question, Mehdi. Oui. Lors de la dernière session, tu avais fait une causerie un peu narrative où finalement tu posais que que l'art contemporain, ce que tu appelles l'art contemporain depuis Sade jusqu'à Pasolini, s'était placé sous le signe de la transgression.
Par ailleurs, depuis le début, finalement, depuis la première séance, tu as beaucoup insisté sur l'idée que le différent qui oppose la philosophie et la religion, c'est que la philosophie ne veut voir dans la science qu'un fait pleinement positif, là où la religion y voit une transgression originelle, un péché originel. Donc il y avait, voilà, est-ce que d'une certaine manière cette idée d'une transgression refoulée par la philosophie et cette idée d'une affirmation héroïque de la transgression par les artistes qui nous sont chers, est-ce qu'elle s'articule d'une façon ou d'une autre dans ta pensée? Oui, en effet, on a vu depuis Sade jusqu'à Pasolini, c'était quelque chose que... C'est toujours quand on sort d'une époque, hein, c'est la chouette dominaire de Hegel, donc on peut réfléchir sur une époque quand elle est vraiment révolue. S'il y a quelque chose qui semble de manière évidente révolue dans l'art, c'est cette question de l'héroïsme transgressif. Donc une fois que ça sera sur YouTube, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ils pourront regarder ce que j'avais à dire là-dessus. Pour schématiser, effectivement, l'art a vécu après Sade, après Goya, pendant le romantisme, pendant la avant-garde, sur une sorte de posture héroïco-transgressive. C'est-à-dire qu'il y a eu une positivité de la transgression, une promotion de la transgression dans l'art, qui n'existait absolument pas avant dans quelques cultures que ce soit. Comme je disais la dernière fois, par exemple, la tragédie parlait de la transgression, il ne serait jamais venu à l'idée d'un poète grec ou latin, romain, d'être lui-même en personne un héros de la transaction qui démontre au contraire, il fallait que ce soit des gens bien comme il faut, absolument comme il faut. Et avec l'époque postmoderne, à partir, disons, du milieu de la fin des années 70, de manière encore plus évidente dans les années 80 et 90, on a cette sensation que la transgression tourne un peu à vide, que c'est plus que de la parodie de la transgression. Et c'est pour ça que les diagnostics comme ceux de Debord, le spectacle, comme ceux de Baudrillard, le simulacre, et à point nommé le constat léotardien de postmodernité, ont tellement mordu, c'est qu'on a l'impression que la transgression héroïque dans l'art, d'abord c'est héroïque parce qu'elle devient parodique. Alors en avançant plus loin dans la conférence la dernière fois, on s'est aperçu tout de suite que c'était plus compliqué que ça, et que les grands héros de la transgression, Sade, Baudelaire, Lautréamont, pour rien dire de, disons, Duchamp ou Debord, c'est vraiment en réfléchissant sur Debord, je me suis dit, il y a une esquisse qui est très très significative de notre problème à nous. C'est-à-dire que d'un côté, chez Debord, il y a cet héroïsme de la transgression, c'est vraiment seul contre tous, les situationnistes contre le spectacle, le vrai truc, le vrai événement contre le simulacre et la répétition, mais que c'est plus ambigu que ça, à bien y regarder, puisque chez Debord, et ça lui venait comme par hasard notamment de Lautréamont, il y a tout un usage de la parodie, de la reproduction, de ce qu'il appelait détournement, c'est-à-dire d'un usage de ce qui était là avant et qui prétend nouveau. Alors, chez Debord, c'était inconscient, c'est nous qui pourrons nous permettre d'interroger tout ça, mais il y a une esquisse chez Debord particulièrement intéressante de ce point de vue-là, c'est que de prime abord, on a l'impression que c'est un héros de la transaction tel que nous, petites choses postmodernes, on se dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien ces héros, Artaud, Debord, etc. » Nous, on n'est plus capable de cet héroïsme-là aujourd'hui. On est voué à la parodie, on est voué au postmodernisme faiblard. Et à bien y regarder, tous les artistes contemporains, Sade, Baudelaire, Lautréamont, Duchamp, Debord, et tous ces héros de la transaction dont on a parlé, Genet, avait une pratique déjà, il y avait quelque chose de parodique dans l'héroïsme transgressif dans l'art. Donc vous pourrez voir le truc entier sur YouTube quand ça sera diffusé. Alors ça c'est pour le premier aspect, et effectivement quel est le lien avec l'autre question que j'ai posée sur ce différent originaire qui oppose la philosophie et la religion. Comme j'ai dit, la philosophie s'est toujours placée, mais on y reviendra en d'autres termes à la fin avec la question du platonisme, avec la question justement du statut de la mimésis, donc cette question de la parodie, ce que j'appelle la parodie originaire, le point de vue différent d'Aristote sur la question de la mimésis. La philosophie a dit, bon, premièrement, elle a condamné la mimésis, deuxièmement, elle a dit, elle a placé le paradigme de la vérité, de l'éternité, de la durabilité, du côté de la science. Et elle a eu un rapport, effectivement, pleinement positif à la science.
la religion, pas seulement la religion judéo-chrétienne, déjà la religion grecque, a eu un rapport à la science entièrement différent. Elle a dit, avec la science, bonjour les ennuis. Elle a dit, la science n'apporte pas que la positivité, n'apporte pas que du bien, mais introduit sur Terre un régime de souffrance qui ne s'y trouvait pas dans les centaines de millions d'existences biologiques qui ont, alors c'est aujourd'hui qu'on peut dire ça, Platon ne savait pas qu'il y avait eu l'homme de Cro-Magnon avant, le néandertalien, etc. Nous savons qu'effectivement, depuis 55 millénaires, depuis l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire depuis le surgissement de l'agriculture et d'une sophistication exponentielle des techniques de la chasse, c'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon s'est montré tout à coup capable de chasser des mammouths avec des astuces extrêmement sophistiquées, de dresser des éléphants, etc. La religion, l'intuition qu'elle a eue, intuition confuse, intuition aveugle à elle-même, la religion a toujours dit, une fois qu'il y a la science, bonjour les dégâts. Elle n'a pas dit ce qu'a dit la philosophie, dont tout le propos, dont toute l'ambition était originalement de remplacer la science. La religion, et c'est pour ça qu'à mon avis, historiquement, elle a emporté, et qu'encore aujourd'hui, alors que nos sociétés démocratiques, laïcisées, etc., on voit que la religion, ça continue à travailler pas mal de monde, et que le symptôme de cette supériorité, disons, populaire, plébéienne, de la religion sur la philosophie, alors que la philosophie, son projet originel, c'était vraiment de remplacer politiquement la religion. Le symptôme, c'est ça, c'est ce rapport à la science, c'est cette vue un peu négativiste sur la science, et le lien avec cette question, le lien au début, quand j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit, en effet, quel peut bien être le rapport entre cet héroïsme de la transgression chez les artistes contemporains et le fait que la religion reconnaisse dans la science quelque chose comme une transgression. C'est vrai évidemment dans la Bible, avec l'arbre du savoir, avec le Père qui dit vous touchez à cet arbre-là, c'est l'arbre du savoir, il faut vous rester à poil, il ne faut absolument pas goûter à ce fruit défendu. Mais c'est pareil dans la tragédie. Dans la tragédie, il y a toujours un savoir auquel il ne faut pas toucher. Le héros tragique, c'est vraiment celui qui franchit la ligne. Je ne sais plus comment Oedipe formule ça dans la pièce. Enfin voilà, l'idée, l'interrogation, c'était celle-là. Donc il y a plusieurs termes, il y a transgression, science, mimésis. Et on peut dire que la science, c'est cette faculté, comme je l'ai dit au cours des séances, l'agriculture c'est déjà une parodie des lois végétales, c'est déjà une imitation. La chasse c'est déjà une parodie de la prédation naturelle, et plus tard la guerre, ça sera encore plus une parodie de la chasse qui est une parodie, etc. Mimésis de mimésis, ce qui qualifie l'être humain, et ça s'appelle la science, c'est la capacité à imiter les lois de la nature et de l'être, à, en quelque sorte, les parodier. Donc là, on a déjà un élément de réponse entre un début de réponse sur ces deux enquêtes très très différentes sur la religion et son différent originaire avec la philosophie, et puis ce truc qui, moi, quand j'étais adolescent, me faisait rêver, fantasmer, j'avais envie d'être comme ces grands héros de la transgression, et assez vite, je me suis aperçu que j'étais dans une époque où on était passé à autre chose, et pourquoi. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer à nos beaux-frères pourquoi cette époque de l'héroïsme transgressif est révolue, ou, je dirais plus exactement, semble révolue. C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est pas du tout de jeter ce passé comme ça aux ordures, et de tirer la chasse, parce que ça serait encore une attitude avant-gardiste. Notre travail, c'est plutôt d'interroger tous ces héritages et de voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Oui, et précisément, finalement, dans ton travail, il y a un énoncé central dans l'esprit du nihilisme, qui est la transgression précède la législation. C'est-à-dire que nous ne devrions pas nous contenter comme ça du diagnostic postmoderne, je ne sais pas comment dire, intello Canal+, selon laquelle la transgression, on ne peut plus rien en entendre. La transgression... Je ne regarde pas Canal+, donc je ne savais pas du tout qu'il y avait des mots d'ordre aussi radicaux. C'était une blague. Disons qu'il y a une pente comme ça qui consisterait à dire, puisque la transgression s'est vidée de toute
tout aspect intéressant, nous n'allons plus nous intéresser à la transgression, enfin, même si d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui transgressent et qui sont tentés par la transgression. Donc finalement, dans ton travail, tu dis, voilà, tu nous rappelles, enfin, disons que tu poses l'énoncé selon lequel la transgression précède toujours la législation, et c'est comme, peut-être, d'une certaine façon, redonner un poids juste, un poids réel à cette question de la transgression. Moi, je voudrais, histoire de rentrer dans le vif du sujet, puisque si on pouvait durant cette causerie éclairer un peu, expliciter un peu cette idée-là, selon laquelle ce n'est pas la législation, la loi qui vient en premier, et l'homme qui la transgresse, l'homme attiré comme ça par les charmes de la loi qui la transgresse joyeusement, mais c'est au contraire la transgression qui était là d'abord, et la loi qui vient ensuite. Donc tu annonces dans l'esprit du nihilisme que tu procèdes à un retournement qui, a priori, n'a jamais été fait, en tout cas avec une telle ampleur dans la philosophie. Donc, si, dans un premier temps, tu pouvais peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, et aussi, parce qu'il y a eu quelques commentateurs qui ont fait remarquer que cette idée de préséance de la transgression était déjà, par exemple, chez Bataille. Si tu pouvais nous expliquer un peu mieux dans quelle mesure le gain. Au moment où les lectures ont essayé de rabattre, il est évident, je l'ai reconnu dans ces séances, bien sûr que les grands philosophes ne sont pas nombreux, il y a Bataille, il y a Foucault et il y a Werner Schurman, donc je les ai tous lus, mais je ne fais pas du tout la même chose qu'eux. Bataille, par exemple, ne dit absolument pas que la transgression, c'est de la législation, il n'a jamais dit cela. Il a dit au contraire, il y a d'abord la loi, et il faut la loi, il faut la maintenir pour que moi j'ai ma transgression. Et le sens que Bataille et même Foucault et même Schurman donnent à la transgression, moi c'est le sens second de transgression. Moi ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'appelle, autre slogan par lequel j'ai essayé de résumer mon travail, laïciser le péché originel. Ça veut dire pas du tout dire la même chose que ce qu'a dit la religion, mais essayer de comprendre malgré elle ce qu'a dit la religion. La religion a dit en effet, d'une certaine manière, la transgression procède de la législation, c'est-à-dire la science nous est venue par un acte transgressif. C'est ça qui m'intéresse. Et cet acte est, comme j'ai dit, un acte mimétique, ça veut dire c'est une imitation des lois de la nature. C'est un autre mot qu'on a examiné dans ces séances, qui est le mot appropriation. C'est-à-dire l'être humain est celui, après des centaines de millions d'années de vie biologique, avec toutes sortes d'espèces animales, dont aucune ne s'est montrée capable de s'approprier les lois de la nature et de l'être, ce qui nous est arrivé, même pas avec le néandertalien, parce que le néandertalien, si des extraterrestres étaient venus pendant les millions d'années où les néandertaliens étaient là, ils auraient à peine fait la différence, à part quelques os, des silex, des choses comme ça, quelques petites bizarreries, mais rien n'aurait distingué le néandertalien des autres primates et des autres animaux. La Terre a été univore, c'est ce qu'on a appelé la nature. Ce qui s'est passé avec l'homme de Cro-Magnon, c'est cet autre mot, appropriation. On a utilisé un mot encore plus compliqué qui s'appelle pléonectique, et pléonectique, c'est cette notion ontologique, c'est-à-dire c'est une notion qui désigne une sorte de violence ontologique originaire avec ce qui nous est arrivé sur Terre, ce miracle impronostique, cette chance sur des milliards et des milliards et des centaines de milliards de chances qu'il n'y ait pas cet accident de la vie sur Terre, et nous sommes sujets à cet accident absolument improbable de la vie sur Terre. Et second accident, il y a eu cette vie technologique qui s'est surajoutée, comme on sait, à la vie naturelle. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a cet étang qui s'approprie la loi nature et de l'être par la mimésis, cette mimésis qui s'appelle la science, cette épelée qui commence avec l'agriculture et la chasse et qui finit par les sciences mathématisées. Les sciences la mathématique, la logique ne sont que des sublimations extrêmement sophistiquées et spiritualisées, c'est le cas de le dire, c'est le platonisme, des techniques les plus archaïques, des astuces les plus archaïques. Qu'est-ce qui se passe quand un étang se montre susceptible de s'approprier comme ça, pour la première fois sur Terre,
les lois de la nature et de l'être, et de les, c'est le cas de le dire, c'est pléonastique, de les instrumentaliser à son profit. Alors évidemment, le but premier de la chasse et de l'agriculture, c'est d'avoir encore plus de nourriture, encore plus de légumes, encore plus de viande, etc. Mais évidemment, au cours des millénaires, des dizaines de milliers d'années qui s'écoulent jusqu'à la naissance, par exemple, de l'écriture il y a 5500 ans, et où ça devient la science extrêmement, la science sophistiquée qu'on connaît aujourd'hui, qui nous mène par ailleurs ce qu'avait déjà prévu la religion, que ce soit dans la Bible ou dans la tragédie, qui nous mène à une catastrophe, elle, absolument définitive, c'est que dès le début, cette capacité à s'approprier les lois dote celui qui a ce pouvoir d'une puissance, d'une capacité de violence tellement démesurée, c'est ce que j'ai appelé aussi très simplement le mal, c'est-à-dire un régime de souffrance qui n'existait pas sur Terre avant ce régime d'épelement, de réflexion des lois de l'être et de la nature. Il y a une telle violence chez l'animal qui a acquis cette puissance, qu'il acquiert une seconde capacité, qui est celle d'introduire, non pas dans la nature, mais je dirais au-dessus d'elle. C'est comme un fantôme, une seconde mimésis, une seconde parodie, un régime de loi qui ne se trouvait pas là auparavant. Alors dans mon travail, je coiffe ça sous le nom générique de politique. Après, on peut appeler ça, les mœurs, on peut appeler ça la morale, on peut appeler ça le droit, on peut appeler ça de toutes sortes de noms. Disons que moi, le nom générique que j'utilise pour ça, c'est politique. Ça veut dire, à ce régime, chez les animaux, chez les végétaux, comme j'ai dit, il y a l'appropriation de l'eau et de la lumière pour croître. Chez les animaux, il y a cette appropriation bien connue qui est l'ingestion, la nourriture. Une appropriation toujours limitée de territoire, c'est-à-dire que même le plus monstrueux des brontosaures, il n'allait jamais plus loin que la portion congrue de nourriture dont il avait besoin et le territoire qui était le sien de manière limitée. Aujourd'hui, on en est à Bill Gates qui possède à lui seul l'équivalent des 20 PIB, des pays les plus pauvres du monde. Moi, je suis moitié tunisien. Ben Ali, la famille Ben Ali avait pillé 50% du produit national brut en 20 ans. C'était vraiment une mafia. C'est-à-dire que la capacité scientifique introduit la capacité d'appropriation scientifique, une capacité d'appropriation jamais vue jusque-là sur Terre, introduit aussi une capacité expropriatoire, elle aussi jamais vue sur Terre. Ça s'appelle l'esclavagisme, l'exploitation, la torture, le vol, etc. Et bon an, mal an, l'être humain essaye, avec le droit, la morale, la politique, d'organiser des régimes. Et ça, il n'y a aucune culture, c'est-à-dire aucun relativisme culturel ne peut aller la contre. Toutes les cultures, même les cultures dites primitives, chasseurs-cueilleurs, il y a toujours un régime législatif transgressif extrêmement rigide, alors qui diffère selon, même s'il y a beaucoup de points communs, comme l'a vu Lévi-Strauss, il ne faut pas l'inceste, il ne faut pas... et c'est ce qu'ont vu tout de suite les tragiques, et qu'a vu tout de suite la religion. Ce qu'elles n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas vu, ou qu'a peut-être un peu vu Saint-Paul, c'est qu'à partir du moment où vous introduisez ces lois surnuméraires, ces lois arbitraires qui ne sont pas dans la nature, vous n'avez qu'une envie, c'est aussi de les transgresser. Et c'est là, donc, il y a le premier sens de vos transgressions, ce que j'appelle aussi architransgression, qui est une laïcisation de ce que la science, de ce que la religion appelle péché originel. Ça, c'est le premier sens, et qui n'est pas du tout ni chez Bataille, ni chez Foucault, ni chez Schurman. Et il y a le second sens, qui est celui, parce qu'on est capable de créer des lois surnuméraires pour un petit peu tempérer la violence dont on est capable à cause de la science, parce qu'il y a tout ce régime des lois de droit, de morale, bien connus, dans lesquels on est obligé de vivre chaque jour, c'est ça être humain, eh bien il y a une création qui a longtemps été inconsciente, d'une phénoménalité qui est finalement la phénoménalité de ce qu'on appelle communément transgression et qui est ce que Bataille ou Foucault ou Schurman appelaient transgression. Et du coup, c'est pas du tout la même chose que ce qu'eux y appelaient, puisque moi derrière, il y a cette idée de l'architransgression, il y a l'idée que c'est la science, et il y a tout un raisonnement que je ne peux pas résumer ici, sur la politique comme parodie justement du scientifique. La politique essaie d'être une science, et ça c'est un des péchés originels à point nommé de la philosophie,
d'avoir cru qu'on pouvait organiser la politique sur le même mode qu'une science rigoureuse. Donc, c'est la République de Platon sur laquelle on reviendra peut-être un peu pour finir. Ce qu'a compris par exemple l'art contemporain, c'est que cette capacité humaine à la transgression était une possibilité pleinement positive de l'être humain. Là, jusque Sade, jusqu'à Goya, jusqu'à Baudelaire, jusqu'à Lautréamont, etc., ne disait pas « Ah, la transgression, c'est bien ». C'est vrai qu'un certain art contemporain, jusqu'à Pasolini, a dit « Ah, mais regardez, la transgression, c'est une possibilité vraiment positive, créative ». On le voit par exemple avec la sexualité. Le fait que l'animal humain soit celui qui dispose du plus grand nombre de perversions sexuelles possibles, sur ce qu'on disait avant, les singularisations, c'est étroitement lié à la science. C'est cette phrase de Lacan que je citais, quand Lacan disait pour les Chinois, la science à l'origine n'était rien d'autre qu'une technique sexuelle. Voilà. Mais ce que l'art contemporain a compris, c'est ça, c'est que c'est cette positivité, avec tous les guillemets qui s'imposent pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer, en tout cas cette positivité de la transgression. Et il y a eu un philosophe très tôt, et qui a eu beaucoup d'ennuis avec lui-même, avec son propre travail, qui a compris ça très vite, c'est Schelling. Ça veut dire que si l'être humain n'était pas capable de faire le mal, il ne serait absolument pas ce qu'il est. C'est pas tout à fait la même chose que, mais c'est que de comprendre, c'est pas exactement la même chose, mais c'est une intuition qui rejoint celle que le fait que la capacité à la transgression soit une possibilité positive de l'être humain. Très longtemps dans la pensée, en particulier dans la philosophie, les pères de l'Église, et l'art se pliait à ça. L'art a été effectivement, historiquement, le premier à dire, avec ça, de manière totalement évidente, pour durcir encore un peu les choses, Baudelaire a presque dit la même chose, le mal c'est bien, et c'est pour ça qu'il y a immédiatement quelque chose, comme je l'ai dit la dernière fois, de parodique aussi dans cet héroïsme transgressif, d'une longue séquence de l'art contemporain de ça à Pasolini. Puisque là où on faisait plutôt l'éloge du héros, du guerrier, du chef armé, du chef politique, ou alors de la Vierge, de la princesse immaculée, vertueuse, etc. Avec ça, on commence à faire l'éloge du bourreau sadique, du méchant, du pervers côté masculin, de la prostituée avec Baudelaire aussi, du voleur avec Genet, du voyou avec Genet Rimbaud. On commence à faire l'éloge de tous ces parodies de héros. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite quelque chose dans l'héroïsme transgressif de l'art qui a quelque chose de la parodie, de l'ironie, du sarcasme de l'art qui avait existé jusque-là. Mais, d'accord. Donc, si je comprends bien, quand on vient d'écouter nous parler de la transgression, on s'attend évidemment à ce que tu nous parles des punks, des grands punks qui ont rythmé l'histoire de l'art depuis 2 siècles. Et finalement, le premier mouvement est de déplacer vers une archi-transgression qui serait donc l'appropriation par la science des lois de la nature, et donc de nous signaler que toute transgression dans l'ordre civique est déjà une parodie. Non, quand tu commençais à parler de ça, Oui, j'avais pas vu qu'il y avait une enfant, sinon j'aurais fait attention. Mais non, c'est-à-dire que finalement, enfin, tu nous invites à la fois à dépasser et à conserver cette idée de transgression héroïque, en signalant déjà sa dimension parodique. Enfin, est-ce que c'est ça le... Après, chaque artiste a dit ce que disait Sade, qui était quand même pratiquement littéral. On n'a pas tellement envie de le rendre compte, de le reprendre à son compte. Ce que disait Baudelaire n'est pas exactement ce que disait Genet, il n'est pas exactement ce que disait Pasolini. Donc après, il faut étudier chaque artiste, chaque éthique. Et puis, moi là-dessus, je ne suis pas, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours des séances, ce que j'aime, c'est la philosophie descriptive. Donc j'essaye de donner une perspective sur les choses qui aide chacun à s'orienter. Mais
mais je ne vais pas dire faites ceci ou faites cela. Comme je l'ai dit une fois, je ne vais pas, pour ressembler, même récemment, bon, je lisais beaucoup Duras, et chez qui il y avait encore, et de manière efficace et convaincante, un héroïsme transgressif comme ça, mais je ne vais pas faire comme elle un article sur la mère Villemin, enfin, qui avait assassiné son gamin, et en disant sublime, forcément sublime, et ça, c'est-à-dire je ne vais pas faire ce que feraient encore des gens un peu paumés aujourd'hui, c'est-à-dire, mettons, un éloge de Marc Dutroux pour dire, mais vous voyez, regardez comme je suis un artiste transgressif et subversif, et ça. Il s'est vraiment passé quelque chose, c'est vraiment le problème qu'on a un petit peu sur les bras. On ne peut plus jouer ce jeu-là juste pour choquer le bourgeois. C'est ça la modernité, c'est l'effondrement quand même des possibilités positives, énergiques de l'héroïsme transgressif qui y avait avant. Par contre, dans le travail philosophique, je pense que cette question-là est absolument pas terminée. C'est-à-dire que, autant je ne vais pas défendre Marc Dutroux, autant comment un Marc Dutroux est-il possible, ça va être un travail qui m'intéresse dans la philosophie. C'est-à-dire, la question que je posais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a autant de perversion sexuelle chez l'être humain, ça va m'intéresser. On parle beaucoup de... Alors, les gens se faisaient il n'y a pas si longtemps, et se font encore dans plein de pays, lapider parce qu'ils étaient homosexuels, ou brûler parce qu'ils étaient sodomites, comme on disait au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est entré dans la régulation, mais du coup, la postmodernité, comme on a vu la dernière fois, c'est des gens qui se prennent encore pour des héros de la transition à l'ancienne. On est passé de Pasolini à Dieudonné. C'est ça la postmodernité, c'est une parodie. Donc, tout ça, c'est en abîme de l'héroïsme transgressif. Donc, ils vont dire, puisqu'aujourd'hui, il est quasiment obligatoire, dans la morale courante, de ne pas être raciste. On a vu les résultats des élections depuis la dernière séance. Et on entend, moi, ça libère les paroles chez le boulanger, au café, la parole se libère, là, tout à coup, vous voyez, il y a des héros transgressifs absolument partout, parce que tout à coup, puisque le bourgeois de gauche à la télé dit qu'il ne faut pas être raciste, et bien c'est transgressif de l'être. Puisqu'il dit qu'il faut que le mariage gay c'est bien, on va dire que c'est mal, excellent. C'est juste pour parler de cette impasse postmoderne de l'héroïsme transgressif. Moi, par exemple, parce que j'en parlerai à la fin pour finir, c'est vrai que si on va sur Internet, il y a une pratique sexuelle, on ne parle absolument jamais, c'est comme si elle posait problème à absolument personne, qui pose cette question très profonde, par ailleurs, des abattoirs, des batteries, du végétarisme, des droits des animaux. C'est-à-dire comme les animaux n'ont pas accédé à la science, ils n'ont pas accédé à la politique, et donc ils n'accèdent pas aux droits. Donc a-t-on le droit de faire souffrir? Il y a des philosophes qui s'intéressent déjà à ça. Mais pourquoi? Parce que non seulement aucun philosophe, mais aucun sociologue, aucun rien du tout, aucun journaliste ne s'intéresse aux zoophiles. Vous allez sur Internet, vous avez des milliers de films, des dizaines de milliers, ce qui laisse supposer qu'il y a un nombre quand même considérable de gens qui ont cette pratique sexuelle dans le monde. Moi, j'aimerais bien lire un livre de 600 pages d'enquête, tu vois, comme le rapport Haidt sur sexualité, ou comme je peux lire des livres sur le SM, ou des livres de Genève, etc. Pourquoi j'aimerais bien lire un livre qui dit « Moi, zoophile ». Pourquoi est-ce que telle personne va avec un âne ou une ânesse? Je raconterai tout à l'heure une histoire que je raconte souvent là-dessus parce qu'elle récapitule tous les trucs, mais je la garde un petit peu pour la fin. Tout ça pour dire que dans mon travail, autant l'héroïsme transgressif dans l'art est fini, autant que je pense qu'en philosophie, ça ne fait commencer. Moi, dans l'époque récente, il y a eu Foucault, je vois Rainer Schurman, et puis à part ça, je vois absolument pas grand monde qui s'intéresse à cette question-là. Parce que c'est une question manifestement activée. La question, c'est comment est-ce que tous ces... Alors, comme on dit, la plupart de ces sexualités font de mal à personne. Enfin, font de mal à personne, ou alors si on aime ça s'appelle du masochisme, etc. La singularisation sexuelle, tant que c'est entre adultes, on s'entend. Donc, tout ça pour dire, moi j'ai mes points de vue éthiques sur chacune de ces sexualités bien précises. Comme la plupart du genre, je vais plus être contre la pédophilie ou contre la torture. Mais philosophiquement, c'est pas de dire je suis pour ça. C'est tellement évident. Si on me demande de prononcer éthiquement là-dessus, je vais me prononcer, bien sûr. Mais dans la philosophie elle-même, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de comment est-ce que tout ça est possible. Comment est-ce que ces singularisations, c'est-à-dire que la philosophie, alors là, c'est encore plus hegelien au sens de la
chouette de mineur d'arriver après. La philosophie, maintenant, doit être vraiment à la hauteur de cet héroïsme transgressif qu'il y a eu tellement longtemps dans l'art. Parce que pour l'instant, à part effectivement des gens comme Bataille, Foucault ou Rainer Schurman, c'est pas ce qui a intéressé, mais c'est pas ce qui intéresse la plupart des philosophes contemporains dans l'art. Excuse-moi, en fait, je vais te demander de répéter les choses parce que juste, tu as pris On est là pour ça. tout à l'heure, tu as parlé de cet exemple où tu parlais d'une parole raciste qui se libérait parce qu'il y a une législation, il y a des mœurs aujourd'hui qui nous disent que le racisme c'est mal. Donc Voilà. Donc ça va être héroïque. On aiguise la petite transgression. Là, on voit bien que la transgression succède à la législation. Donc, oui, mais pas ça. Voilà, c'est juste. La ligne. Pas pour toutes. Dans quelle mesure la transgression précède la législation? Si la science a effectivement, comme la religion l'a dit, il faudra un long espace pour le. Peut-être que je ferai une séance à ce moment-là là-dessus. Une des pistes. Si on accepte cette base de l'architransgression, la dernière fois je parlais du débat avec Martin Fortier qui justement parlait de ça. Il disait il y a les transgresseurs et puis il y a les transgresseurs de transgresseurs. Alors les transgresseurs de transgresseurs, c'est justement Éric Zemmour, Dieudonné, Marine Le Pen, etc. C'est les gens qui vont dire ah non mais votre transgression elle est arbitraire, donc nous notre loi archaïque elle est aussi arbitraire que ça. Pour l'expliquer très simplement, je le disais l'autre jour, mais un peu à côté de la plaque avec Maël le gars qui est ici présent, on faisait quelque chose sur le foot et philo, oui. Et un peu à côté de la plaque, j'ai expliqué que les cuirs, il y avait deux, pour moi, discours. Soit on dit toutes les sexualités sont normales, c'est-à-dire être hétéro, se marier, mais à ce moment-là, être pédophile, c'est normal. Ou soit il y a le discours cuir qui dit vous, les hétéros qui vous mariez, qui chrétiens, et vous forniquez uniquement pour les enfants, vous, votre sexualité est normale, et nous, on va défendre toutes les sexualités qui sont déviantes. Le propos doit être ni l'un ni l'autre, c'est de dire on est tous pervers. Va chercher des animaux qui se marient et mettent un anneau et éduquent une famille à très long terme. Alors les éléphants, des fois, ça se rapproche. Qui font ça pour le plaisir. Ou qui font ça pour le plaisir. Alors il y a les bonobos, mais pas avec. Qui sont comme par hasard nos plus proches cousins, les chimpanzés pygmées. Mais non, il n'y a pas un catalogue de perversion sexuelle, et ça, c'est exactement la même question que la science. Et la religion, qui a eu une intuition très confuse, très obscure là-dessus, n'a pas du tout tort de dire que ça a une structure transgressive. La manière dont je résume ça dans mon travail, c'est de dire le mot transcender, qu'adorent les philosophes, a exactement la même racine que le mot transgression. C'est un autre mot qu'on a utilisé dans nos séances, qui est le mot dépassement. Tout événement, c'est un dépassement de quelque chose. L'agriculture est le dépassement des lois végétales aveugles à elles-mêmes. La chasse, c'est un dépassement de la prédation, etc. Tout ça donc. Et comme on voit, le dépassement, c'est la mimésis elle-même, c'est le fait d'imiter quelque chose. Et l'imitation, c'est pas la répétition au sens de l'itération. Dans une intuition très proche ça je l'ai dit dans une des séances, une certaine philosophie contemporaine comme Kierkegaard ou Nietzsche ou Heidegger ou Deleuze, ont découvert que quelque chose de la répétition produisait de la différence. Alors, moi, je le fais avec d'autres moyens qu'eux et d'une autre manière qu'eux, mais je poursuis cette intuition, qui est plus qu'une intuition, qui pour moi est une certitude absolue, c'est qu'effectivement, la mimésis produit de la différence. Bon, dans ce grand anthropologue que tu m'as fait lire, dont Martin Fortier dit aussi beaucoup de bien, Jared Diamond, j'ai été stupéfait qu'avec des moyens tout autres que les miens, je peux souvent avoir l'impression qu'ils disaient la même chose que moi, et que par exemple, moi que j'ai dit dans un vocabulaire très métaphysique, en disant la vie technologique, c'est-à-dire la vie depuis 55 000 ans, depuis l'homme de première, et encore plus depuis l'écriture, a en un rien de temps, par rapport aux centaines de millions d'années de la biologie, créé plus de différences. Et c'est ce que dit Jared Diamond, littéralement. Il dit, en 55 000 ans, avec l'homme de Cro-Magnon et tout ce qui s'est ensuivi, on a eu plus de différences que sur les millions d'années qui ont défini, qui ont été celles de la vie néandertalienne. Oui, mais d'accord. Mais alors je reprends le truc d'un autre côté. Est-ce que finalement l'idée de la transgression précède la législation, ça serait de nous inviter non plus à... Là vraiment sur un point de vue extrêmement
étroit, puisqu'aujourd'hui, ce qui s'est pas, le côté monstrueux de la postmodernité, c'est l'anticonformisme érigé au rang de conformisme. C'est ce qu'on a trouvé épouvantable, c'est que tout d'un coup, on pouvait, que le bourgeois bohème, aujourd'hui le hipster, par exemple, pouvait prétendre de façon tout à fait conformiste à avoir des gestes transgressifs. Et finalement, tu nous invites à regarder ailleurs, c'est-à-dire non plus à focaliser sur cette idée de la mise en loi de la transgression, mais plutôt que s'il y a une législation, s'il y a une espèce de conformisme qui vient rassembler avec ses petits bras comme ça toutes les possibilités transgressives qui ont été mises à jour par les risques transgressifs, c'est bien qu'aujourd'hui il y a aussi énormément de possibilités d'invention, d'existence. Le premier truc, c'est que c'est quand même la mise à jour d'une impasse. Parce que pour moi, cette histoire de législation de transgression, c'est une impasse depuis le début. C'est ce qui torture l'humanité depuis le début. Et en 2500, en 5500, en 55 000 ans, on n'a pas avancé d'un pouce. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être un peu mieux éventuellement poser le problème. Je pense que Schuman a très bien vu que c'était une impasse et sa philosophie est totalement désespérée là-dessus. Alors moi, j'ai peut-être des propositions personnelles que je dirais au fur. Vraiment, il faudra encore plus de travail de séance. Je ne veux pas me lancer dans mes propositions un peu positives pour éventuellement sortir de cette aporie législative transgressive. D'abord, je n'ai pas de proposition pleinement positive. J'ai des pistes autour de la notion de jeu, de la notion philosophique de jeu, JE. Mais c'est d'abord une impasse, c'est ça que je veux dire. Au-delà du hipster, etc., j'avoue que c'est beaucoup plus... C'est toutes les cultures, cette impasse. C'est pas juste l'Occident, Bobo, etc. C'est vraiment l'impasse politique, moderne, numéro un. C'est pour ça qu'il y a un retour par rapport à ça. C'est pour ça que je disais, c'est toujours... Il n'y a pas de transgression de la transgression. C'est dès le début un acte de violence que d'imposer une loi surnuméraire pour essayer de contrôler cette violence qui circule. Par définition, toutes les lois sont arbitraires. Toutes les lois civiques sont absolument arbitraires, sont non inscrites dans la nature, on les surajoute. Donc chaque fois qu'on pose une nouvelle loi en disant vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est pour le bien commun, vous aurez toujours quelqu'un qui va transgresser cette loi, par définition. Donc la création d'une nouvelle loi civique, morale, etc., va toujours être la création, longtemps inconsciente, mais aujourd'hui on ne peut plus être inconscient de ce fait-là, de cette facticité-là. Laissons aux gens simplement moralisateurs dire « oh là là, les pédophiles c'est pire que les nazis ». Évidemment, il faut traiter le problème. Nous réfléchissons sur juste pourquoi il y a ça. C'est ça l'impasse législative. Dès que tu poses une loi, et ça c'est depuis toujours, il faut bien admettre que la religion a eu une intuition de ça plus profonde que la philosophie, même si beaucoup plus confuse. Le travail que j'essaye de faire, c'est, alors comme dit Méas quelque part, même si je n'applique pas du tout cette phrase de la même manière que lui, mais dit soit vous avez un usage philosophique de l'alliance philosophie-religion, soit vous faites quelque chose, l'alliage religion-philosophie, au profit de la religion. Moi, je fais une incorporation, effectivement, philosophique de la religion. J'essaye de clarifier philosophiquement, parce que ça n'a jamais beaucoup intéressé les philosophes, ou alors de manière très proche des religieux, c'est-à-dire en faisant la promotion d'un bien sans mélange, d'une positivité sans mélange, du fait qu'on... je te parlais de Sénèque tout à l'heure, c'est vrai que quand tu lis De la douleur de Sénèque, il dit, moi je me sens beaucoup plus proche de Platon que d'Aristote. Il disait, voilà, la colère, on peut l'évacuer complètement, on peut supprimer complètement, on peut faire de soi-même une sorte d'événement subjectif, d'où la colère soit parfaitement absente. Alors, Aristote, comme d'habitude, plus subtil et plus lucide, dit non. Un, on ne peut pas éradiquer complètement la colère, et deux, il peut y avoir quelque chose de positif dans la colère. Alors c'est toujours, c'est pas par hasard que le philosophe de la catharsis dit si on fait un bon usage de la colère, si on l'oriente dans une bonne direction, ça peut devenir un plus. Évidemment, je me sens de plus en plus aristotélicien,
je continue avec mes questions idiotes. Si je comprends bien, Et moi, la transgression, c'est une impasse. C'est-à-dire que toute transgression, toute loi suscitera sa propre transgression dans la mesure où la loi elle-même est déjà inspirée par une transgression première. C'est-à-dire que la transgression est toujours là au début, tout à fait. Toujours aux lois la puissance, je dirais, de l'intuition religieuse, c'est ça. D'accord. Alors on pourrait dire, j'ai beaucoup dit l'âme est l'animal technomimétique, mais l'homme est l'animal transgressif. Il n'y a pas de... Comme on disait tout à l'heure, si un animal quitte sa meute et va s'aventurer dans le territoire d'une autre meute, on peut parler de transgression, mais pour moi c'est un peu abusif. Ce jeu législatif transgressif, qui est pour moi, il ne s'agit pas du tout de jouer la mandoline et de promettre des solutions. Il s'agit d'abord de pointer, d'ouvrir les yeux sur ce qui, pour moi, est le problème humain central de toujours, et en particulier aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un constat qui est à la fois très anard, puisque la transgression est première. C'est une anarchie métaphysique, c'est pas forcément... Et très tragique, puisque de toute façon... les tragiques étaient lucides, comme dit Schumann, les tragiques n'avaient pas peur de ce qu'ils savaient voir. Mais d'accord, très bien. Et finalement, si on doit revenir à la saillance, au trait saillant de notre époque, ce serait, malgré sa faiblesse sa faiblesse apparente, on va dire, c'est de nous avoir ouvert les yeux sur le fait que tout événement, toute novation, donc toute transgression était déjà parodique. C'est-à-dire que la parodie n'arrive pas avec les années 80 en Occident, mais l'homme... Mais elle est là depuis le premier phénomène humain. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse la paix, d'une certaine façon, qu'on accueille un peu mieux. C'est ça, pour vraiment schématiser et caricaturer, mais pas complètement à faux. Il est évident que le discours postmoderne est un discours mélancolique sur l'héroïsme avant-gardiste. L'avant-garde, aujourd'hui, il n'y a plus que le journalisme ou la publicité qui disent ce que l'avant-garde a dit tout du long du XXe siècle, c'est-à-dire oui à la nouveauté radicale, oui à l'événement absolu, oui à l'absolument nouveau qui supprime tout ce qui a précédé. Bon, tout ça, on en a beaucoup parlé dans les séries précédentes, je ne vais pas tout redire, mais voilà, tout ça se tient, c'est la même logique. La postmodernité a dit plutôt non, il n'y a que de la répétition, il n'y a que du recyclage de ce qui avait été là avant, il n'y a que le traitement des déchets que nous a laissé l'avant-garde, etc. Et la postmodernité avait quand même raison de faire ce constat mélancolique de l'échec qui était inscrit dans le projet même avant-gardiste, que j'appelle le platonisme avant-gardiste. On pourra peut-être conclure là-dessus, je ne sais pas si j'aurai le courage, enfin, sur la question du platonisme, de sa relation à la mimésis, etc. Ce que, de manière très très simple, alors si on veut, c'est presque caricaturalement hegelien, mais ce que je démontre dans mon travail, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre événement que la mimésis elle-même, que la répétition. Il n'y a pas à opposer d'un côté le bon événement pur et dur. C'est pour ça que je donnais l'exemple de ces skis de Debord. C'est-à-dire de dire d'un côté, il y a le pur et dur, le sujet héroïque, qui est contre le spectacle, contre la mimésis, contre la reproduction, contre la répétition, et puis d'un autre côté, de manière complètement schizophrène, un usage constant de la répétition, de l'ironie, du décuplement, du dédoublement, du copiage, ce qu'il appelait le détournement, qui était le plagiat, voilà, ce que le Tramont a appelé le plagiat. C'est qu'en fait, là on peut dire on a une... mais ce n'est peut-être qu'une parodie de résolution hegelienne, parce que ça résout rien, ça ne fait peut-être qu'aggraver des problèmes. Mais je dirais, pour sortir de cette fausse alternative entre nostalgie et passéisme de l'héroïsme transgressif avant, oh là là, et où sont les Pasolini d'aujourd'hui, et où sont les Debord d'aujourd'hui, et où sont les Anton Artaud, et où sont les... Et le cynisme, disons, postmoderne, tout ça c'est fini, on n'a plus qu'à gérer les affaires, en art comme ailleurs, on n'a plus qu'à traiter les déchets, on n'a plus qu'à recycler, etc. De démontrer qu'il n'y a jamais eu d'autre événement que le recyclage. Il y a une puissance... créative, transgressive pas forcément positive, puisque en 55 000 ans, voilà, enfin, c'est le problème écologique, c'est un débat aussi avec les philosophies de la différence des années 60 français, donc Deleuze, Derrida, Foucault justement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il avait conscience
de cette négativité à la transgression, du côté que c'était pas simplement en défendant les fous, il disait il faut juste les entendre parler, mais il était le premier à voir là. Il y avait un romantisme peut-être quand il était plus jeune, mais très vite il s'est rendu compte que la sexualité, etc., qu'il fallait certes défendre les singularités qui avaient été opprimées jusqu'avant, mais il a très vite compris que le problème était plus complexe que ça. Et que cette explosion de différences absolument objectives, qui n'est pas quelque chose, comme le croyaient peut-être les philosophies de la différence des années 60 avec Deleuze et Derrida, qui n'est pas quelque chose qui a été opprimé, caché par la métaphysique pendant longtemps, et qui est en fait quelque chose qui est simplement au fond des choses. Après tout, dans le cosmos, il n'y a pas tellement de différence. Toutes les planètes se ressemblent, peut-être la différence, c'est un événement absolument incroyable, un pronostic miraculeux qui est arrivé sur cette seule et unique planète dans la connaissance actuelle des choses, et qui est la vie. Et puis, second événement, qui a produit encore plus de différences, on a presque envie de dire, en 55 000 ans, en 5500 années, il y a eu plus de différences que pendant les 200 millions d'années où ont régné les dinosaures sur Terre. Voilà, c'est une question aussi, c'est un débat avec ces philosophies de la différence. Est-ce que la différence est si positive que ça? Deux, est-ce que c'est si ontologique que ça? C'est-à-dire une articulation un petit peu différente entre ontologie, événement et différence que celle des philosophies de la différence des années 60. Donc voilà, c'est déjà beaucoup. D'accord. Non, mais allons jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la transgression dure, et de l'autre côté la parodie faible. Et d'une certaine façon, on pourrait interpréter ton travail comme une invitation à viser à une parodie transgressive, enfin, à viser à une articulation où, de la même façon que dans la pensée talmudique, on va interpréter les textes et on va détruire le sens pour en créer du nouveau, qui a ce rapport comme ça à une espèce de répétition créative, mais comme on le voit aussi dans l'art, quoi. Mais c'est qu'il faudrait toujours insister dans la dimension des événements sur leur part parodique, et même dans la façon d'envisager les événements à venir, comme la nécessité de... Tout à fait, c'est des intuitions. Après, je suis depuis de longues années presque caricaturalement philosophe, c'est-à-dire que je ne fais que philosopher, je suis resté dans mon coin, dans ma caverne pendant 10 ans. Là, j'essaie de revenir un petit peu à la vie civile, et c'est vrai que je recommence, par exemple, à arriver à des expériences collectives, politiques, comme j'en ai eu beaucoup plus jeune, à 20 ans, 25 ans. On verra, mais c'est vrai que pour moi, les pistes sont un peu de ce côté-là, c'est-à-dire de plus du tout, en effet, c'est un bon début de plus opposer la parodie et l'événement. Voilà. D'accord. De plus opposer la parodie et l'événement, c'est-à-dire, ça pourrait peut-être la dernière question avant de faire circuler la parole, ça voudrait dire ne plus suivre Platon lorsqu'il tricardise les artistes. Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire de se dégager du platonisme ou de la métaphysique platonicienne. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'à t'écouter, finalement, on a le sentiment que tu viendrais forger des philosophèmes sur l'expérience des artistes et des transgresseurs héroïques depuis 2 siècles. C'est-à-dire que, en effet, tu as commencé par... Voilà, c'est de nous inviter à poser comme des... C'est un héritage, c'est pas quelque chose de simplement dire c'est révolu, c'est fini, c'est derrière nous. On ne peut plus faire la même chose que ce qu'ils ont fait, c'est sûr. Si on veut faire quelque chose de nouveau et qui soit adéquat aujourd'hui, je n'ai même pas envie de dire qu'il soit indigne de ces illustres prédécesseurs, parce qu'après tout, on s'en fout. C'est déjà de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué là-dessus. Alors sur le platonisme, je ne sais pas... Si je peux peut-être raconter, alors c'est une histoire que j'aime beaucoup, je raconte souvent, qui récapitule un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, qui est déjà une récapitulation de tout ce qu'on a raconté avant. Alors c'est une histoire vraie, même si elle est... Alors ça va parler du comique, de la parodie, etc. On en parlera après, mais j'aime bien donner souvent cet exemple, parce que je dis souvent en plaisantant, mais c'est pas totalement une plaisanterie, que peut-être mon travail philosophique vise à expliquer cette histoire. Donc c'est un paysan thaïlandais de 62 ans qui s'appelle Kim Lee Chong,
Et on l'a surpris juché sur un très haut, comme on dit, une caisse, voilà. Et il essayait de faire l'amour avec une éléphante, en fait. Et on l'a arrêté, il a écopé de 15 ans de prison. Et devant le tribunal, c'était en Thaïlande, donc à Phuket, il a expliqué que c'était la réincarnation de sa femme. Oui, il était veuf et il a reconnu dans cette éléphante avec qui il voulait copuler, c'est sa femme. Et il a eu une phrase extraordinaire, il a dit « Je l'ai immédiatement reconnu à son regard grivois ». Moi, je trouve cette histoire vraiment extraordinaire parce que c'est une question sur le platonisme. Le platonisme va vous dire il y a l'événement positif, il y a la rencontre amoureuse, Didon est né, etc. Et puis il y a les monstruosités. Chez Badiou, alors évidemment on parle du platonisme originel, mais on parle aussi de cette grandiose réincarnation du platonisme qu'est aujourd'hui Badiou. C'est vrai que par exemple, une des raisons de la rupture avec Badiou, des discussions, c'était de voir au fur et à mesure que je le lisais, les trucs sur les femmes, les trucs sur les homosexuels, on lit ses romans, la sodomie c'est pas bien, la fellation c'est pas bien, l'amour à trois c'est pas bien, la partouze c'est pas bien. On se dit au bout d'un moment, voilà, moi ce qui m'intéresse dans la philosophie c'est précisément ça, toutes ces déviations, tous ces dérapages, toutes ces perversions, parce que pour ces raisons de mimésis, de techné, la mimésis, comme on a vu, l'agriculture c'est évidemment une perversion de la vie végétale, la chasse, la guerre, etc., c'est une perversion de là. Donc tout ça il est. Donc bien sûr qu'il n'y a que des perversions dans la sexualité. Et ce qui a fini par me choquer chez Badiou, mais je me suis aperçu que c'était pas juste des raisons comme ça, qu'il était juste allergique à toutes ces sexualités, c'est réellement pour des raisons philosophiques. Pourquoi? Pour des raisons que j'ai expliquées dès la première séance, c'est que le platonisme, c'est à la fois, il y a aussi une schizophrénie du platonisme, c'est de croire à un certain type de mimésis, c'est-à-dire que les mathématiques, encore aujourd'hui, sont de manière indubitable la forme de pensée la plus puissante qu'ait atteinte l'être humain qui a inventé des formes de pensée qui n'existaient pas jusque-là sur Terre. Et donc, le platonisme, ça a été d'installer cette forme de mimésis comme quelque chose qui était l'original, qui nous donnait le modèle, comme j'ai dit, notamment dans les premières séances, de quelque chose qui nous assurait de l'éternité, de la pérennité, de la stabilité, des essences éternelles, des archétypes, en gros. Et donc, en amour comme ailleurs, on va proposer des archétypes et on va dire aux gens, ça aussi c'est schizophrénique, on va vous dire non à la répétition, non à l'élimitisme, c'est pour ça que l'avant-garde est aussi platonique, on va dire non à tout ça, mais en même temps on va dire vous allez imiter ces modèles-là et eux seuls, parce que eux c'est les pires. Alors chez Badiou, ça veut dire en politique vous allez faire ça, en art il faut faire ça, en amour, l'amour c'est ça, avec des phrases du genre l'amour est toujours hétéro, le désir est toujours homo. Bon, Marguerite Duras par exemple dit la même chose, mais elle c'était pour des raisons très très subjectives, et c'est plus intéressant chez Duras parce que chez elle il y a une expérience singulière, et que si elle dit ça, ça dit malgré tout quelque chose d'universel sur la sexualité. Elle le disait surtout parce qu'elle avait rencontré Yann Andrea, et qu'Yann Andrea était homosexuel, et que donc ça hantise sa peur de l'homosexualité à quelque chose, avec ce bathos, disons, ce délire de l'artiste qui reste intéressant. Et cette question, c'est la même chose que la postmodernité. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ce transgresseur? On fait des choses dans les lois. On m'informe que dans 3 minutes, il n'y aura plus de vidéo, donc la fin de ce séminaire va se terminer. Bah oui, on va rester dans un angle mort de YouTube. Et donc, pour expliquer, mais c'est très bien, parce que je comptais finir là-dessus, c'est ces questions de l'humour, c'est-à-dire que je pense que tu seras d'accord avec moi, on en a déjà discuté, et dans La République, et justement la République, des réflexions, La République traduite par Badiou, il a fait une traduction de La République dans un langage un peu de jeune, un peu rigolo, un peu à la Frédéric Dard. Mais c'est pas réussi, c'est-à-dire c'est pas drôle. C'est vrai que moi, l'humour de Badiou, j'ai toujours eu du mal, et j'ai fini par comprendre pourquoi, parce que c'est un humour alors, qui ressemble à celui de Groland, sauf que Groland c'est drôle, je vais dire pourquoi, parce qu'au fond c'est un peu le même humour, c'est de dire il y a des archétypes, il y a des choses pures, il y a des modèles purs, et tout ce qui existe réellement, c'est toujours des imitations absolument ratées, absolument déchéantes, de ces archétypes héroïques, élevés, etc. C'est toujours raté. Donc il y a quelque chose dans l'humour de Badiou qui ressemble beaucoup à l'humour de Groland, sauf que Groland, ils sont plus lucides, c'est vraiment de l'antiplatonisme en disant le platonisme a raté, il a échoué,
C'est un effondrement, il n'y a que des ratés, il n'y a que des frics ontologiques, en quoi je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas du tout qu'il faille en revenir aux archétypes, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette misanthropie, ce mépris de tous ces gens qui ne s'élèvent pas au modèle, et qui donnent une sorte d'humour, pour parler de cette parodie postmoderne, pour dire que le postmoderne lui-même reste pris dans ce platonisme, qui était déjà pris de l'avant-garde, qui était déjà celui de l'avant-garde, c'est-à-dire on va essayer d'apporter vraiment du nouveau, d'amener l'homme nouveau, la science nouvelle, la vie nouvelle, etc. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci. Alors, je vais poser une question. Peut-être que tu y as répondu, ou que vous y avez répondu dans cette petite causerie. Quelle est la différence fondamentale entre un événement et une transgression? Et deuxièmement, aujourd'hui, quel serait pour toi, moi qui m'intéresse à l'art, un événement artistique? Philosophiquement, comment tu te placerais? Qu'est-ce qui aurait de la valeur, puisque la transgression n'est qu'une parodie de l'immensité, etc. Quel serait-il? Est-ce qu'il devrait être transgressif? Je ne pense pas, ou je ne crois pas, ou de quel mode? Et ou sinon représentatif d'une forme, d'un archétype à la Badiou, ou je ne sais quoi. Voilà. C'est plus complexe que ça. Tout événement a toujours une structure transgressive, et ce que j'ai expliqué dans ces journées, dans ces séances, c'est que cette transgression n'était rien d'autre que l'imitation. C'est-à-dire qu'il fallait, ce que j'essayais de subversir, enfin un peu un abîme de dépasser, c'est précisément cette opposition typiquement avant-gardiste, cette illusion, on va sortir de la représentation et accéder à la chose réelle. Ça, c'est vraiment un discours platonicien. C'est pour ça que je vous rappelais le discours, la construction platonicienne autour des mathématiques. Si Platon condamne l'art, il le condamne au nom d'un paradigme des limitations qui est bien supérieur. Les mathématiques imitent mieux les choses, ce qui n'est pas forcément faux. Mais ce n'est pas forcément vrai non plus. C'est-à-dire que ce que je voulais dire l'autre jour, par exemple, il faudrait parler de la question du jeu, c'est vrai qu'à partir du moment où on sait, contrairement aux promesses de la philosophie, ça c'était la première séance, que nous ne sommes pas éternels, que nous ne sommes pas immortels, que peut-être la biogénétique va y arriver, mais que c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça non plus. Peut-être même que si on devenait immortel, on regretterait. De même qu'il y a toutes les raisons à la Rousseau, on peut aussi regretter. Moi, quand je vois mon chat se prélasser dans le jardin, etc., ne pas payer d'impôts, ne pas avoir à mettre des vêtements tous les jours, ne pas avoir à faire des corvées insupportables, je me dis, lui, il est heureux. Et moi, c'est moi qui ai une vie de chien, sauf qu'un chien, bien souvent, lui aussi, les chiens deviennent malheureux quand c'est nous qui commençons à nous en occuper. Donc, alors ça, c'est un livre aussi encore plus inédit et pas fini sur cette question du dépassement, c'est-à-dire de compliquer et de subvertir aussi ce côté, la transgression, le dépassement, l'événement. Comme disait Derrida, peut-être que l'événement c'est pas si bien ça, peut-être que tout événement est forcément un mal. J'essaye de compliquer toutes ces questions et surtout pas donner réponse. Qu'est-ce qui serait un événement par définition, un événement c'est toujours singulier. Donc, si tu me parles de, je sais pas, la dernière installation de Hirschhorn, du dernier poème inédit d'Arcos, un inédit de Stockhausen ou des Stouges, il n'y a que des singularités. En quoi ça dépasse quoi? À chaque fois, il faut prendre au cas par cas. Mais j'ai pas de réponse, et surtout pas globalisante. J'attends de l'événement justement à ce qu'il en soit un, singulier. Ce que j'essaye de dire, c'est le peu de généralité, mais utile à qui m'écoute, le peu de généralité qu'on puisse réellement tenir sur ce qui est partout et toujours un événement, quel qu'il soit. Le propos, à mon avis, ce qui est très urgent aujourd'hui, c'est effectivement de sortir. On en est sorti, mais on en est sorti de manière encore trop mélancolique. C'est-à-dire, l'implicite du discours d'aujourd'hui, c'est fini cette illusion avant-gardiste d'accéder à la même chose, à la chose même,
à l'événement pur, à la suppression de ce qui a précédé pour l'avènement du réellement nouveau. Donc tout ce qu'on va faire, c'est quelque chose, un jeu ironique, un jeu purement répétitif, etc. Alors là, je pense que, je veux dire, on arrête tout ce discours-là. Il n'y a absolument pas... D'abord, il n'y a aucune chance de se débarrasser de la représentation. En tant qu'être humain, on est des êtres de représentation. Il n'y a pas d'autre événement que la représentation. C'est de déjouer toutes ces fausses oppositions qui vont de soi pour quand même 95% des intellectuels et pas les plus nuls. Un événement est toujours transgressif, encore maintenant. Simplement, ce que j'ai essayé de dire peut-être aussi, c'est qu'il n'est pas simplement transgressif au sens où il l'a été pendant 2 siècles, pour des raisons que j'ai expliquées plus en détail dans la séance d'avant et dans un livre que tu sembles avoir lu, qui est Une esthétique et mimésis. Je pense que l'événement continuera par définition à être transgressif, à être le dépassement à chaque fois de quelque chose. Simplement, ce que j'invite, je l'ai dit plusieurs fois dans ces séances, apprendre à penser autrement le dépassement. Voilà. Donc il sera encore transgressif, mais pas au sens qui est devenu un peu simpliste, de Sade, de Baudelaire, de Genet. Eux, c'était vraiment des héros à l'époque où il était de faire ce qu'ils faisaient. Maintenant, c'est un petit peu devenu simpliste, parce qu'il y a encore des gens qui le font. Ou alors ils le font sur le côté larmoyant de gauche, on va s'intéresser un peu misérabiliste, voilà. Mais de juste choquer le bourgeois, de juste défendre le mal, ou les pratiques sexuelles déviantes, ou etc. Donc je pense qu'il y aura... je suis sûr que dans tous les événements qui vont venir, il y aura quelque chose de transgressif, mais par définition, on ne sait pas encore, si on ne fait pas des événements, de quoi ils seront transgressifs. Je pense que ce qui est clôturé dans l'art, c'est effectivement un héroïsme uniquement sur, on va inverser dialectiquement les rapports du bien et du mal. Le texte de Balthazar Genet reste très intéressant là-dessus, enfin. Ça va faire un peu parallèle, mais bon, après tout, la philo, c'est cité, c'est par les sortes de textes déjà écrits, donc pop philo, karaoké, un micro sans fil, c'est un peu gênant. Tu crois pas si bien dire la prochaine Non, mais c'est très gênant, ça donne de la poids, ce qu'on dit, c'est pas évident. Donc moi je voulais juste un peu, peut-être un petit peu, j'ai un doute sur le fait que tu rabattes la mimésis sur la technique, ou la technique sur la mimésis. Chez Aristote, toi tu en fais... c'est pas enfin, le fait que, bon, chez Aristote, la techné, c'est quand même le principe qu'organise la matière, qui donne des structures aussi, à ce qu'il organise. Donc, c'est négatif, si effectivement, on se place du point de vue d'un certain tragique. C'est intéressant de t'entendre, adopter cette idée d'un certain tragique, donc cette violence originaire, qui consiste à dire que dès qu'on met des lois, vouloir dégager des lois de la nature, nous condamne à arrêter des gens violents. Donc, on serait, nous, les êtres qui auraient eu ce rôle-là, d'être violents, j'ai bien compris. Hein. Mais à partir du moment où tu le ranges dans un certain tragique, je ne sais pas, déjà c'est important dans ta démarche, je crois que c'est important de savoir pourquoi tu as ça dans ta démarche, qu'est-ce qui advient de la transgression? C'est pas de goutte d'eau dans ce tragique généralisé. Quelle est la question? Il y a beaucoup de choses en question. Mais oui, je pense que mimésis et techné, c'est-à-dire la technique, pour moi, la science, c'est pas quand même que de la mimésis pure. Tu vois, voilà. Non, mais la mimésis pure, comme je l'ai... La mimésis, Aristote ne faisait pas du tout le rapprochement entre mimésis et techné. C'est beaucoup plus tard, et comme je l'ai expliqué dans les séances précédentes, et comme je l'explique dans mon travail, avec la Coulabart qui démontre que le fameux Infopunkt de Hegel, donc le dépassement de Hegel, c'est rien d'autre que la catharsis d'Aristote. Et c'est la Coulabart qui démontre que catharsis, mimésis, techné, tout ça va ensemble. Pourquoi? Parce que si la technique, c'est une imitation de la nature, ça veut dire que la technique, c'est une catharsis de la nature. Comme je l'ai dit, dans la tragédie, c'est-à-dire, et ça, Aristote n'en était pas conscient, mais c'est pour dire comment les origines de la philosophie continuent à nous travailler jusqu'à aujourd'hui, à structurer notre pensée. Parce que les faits, notre vie est structurée par et comme la pensée, et notre pensée est structurée comme absolument la vie qui nous environne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fonctionnement de la catharsis que je rappelais pour la énième fois la dernière fois? On va imiter une situation tragique, une
boucherie, une horreur, un inceste, un crime. Ce qui, dans la vie directe, va être désagréable à vivre, va devenir tout à coup vraiment agréable à vivre. Donc quelque chose va être supprimé, qui est la pénibilité de l'affect. Aristote appelle ça la terreur, la pitié. Quelque chose va être conservé, qui est cet affect lui-même, mais transformé, devenu positif, devenu jouissif. Ce que voyait pas Aristote, mais c'est pas nous qui sommes plus intelligents que lui, c'est la preuve que lui demeure largement plus intelligent que nous, c'est que c'est pas par hasard que ça soit le penseur de la catharsis qui soit le même que celui de la techné, parce que le fonctionnement de la technologie au sens le plus simple, c'est exactement la même chose que le fonctionnement mimétique dans le théâtre. C'est-à-dire, si tu prends une table, ça aussi je l'ai expliqué dans une séance précédente, cette table est en bois, on a pris un arbre, on a découpé l'arbre est supprimé en tant qu'arbre, mais conservé quand même quelque part en tant qu'arbre, et ça devient le bois. Et le bois devient cette table. Donc tu vois que s'il y a une co-originalité, une dépendance extrêmement étroite entre la faculté mimétique et la faculté technologique. Si on prend l'exemple le plus sophistiqué qui sont les mathématiques, si les mathématiques n'étaient pas une imitation de ce qui est, la thèse qui, pour moi, même si elle n'est plus vraie aujourd'hui, la thèse de Badiou, qui est une des plus puissantes de toute l'histoire de la philosophie et de la métaphysique, et c'est pour ça que j'ai tellement admiré pendant tellement longtemps, j'ai peut-être plus admiré quelque part découverte des mathématiques modernes à travers Badiou que Badiou lui-même. On peut dire ça comme ça, mais ça serait faux. Ça n'empêche pas que ça soit un très grand philosophe, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler et de discuter ces thèses, et de les déconstruire, et d'expliquer pourquoi c'est pas pour des raisons psychologiques que j'ai rompu avec cet homme-là. Si vous prenez... cette thèse ne serait pas possible, les mathématiques sont l'ontologie, si les mathématiques n'étaient pas, par définition, une imitation que le platonisme croit fidèle de ce qui est. Et c'est vrai que la plupart, en tout cas tous les énoncés mathématiques, quand on les lit, on se dit oui, c'est vrai. Mais ensuite, l'énoncé de Badiou, les mathématiques sont donc une ontologie qui au début est extrêmement convaincante. Après, alors évidemment, je ne me la sens pas d'ennuyer le public avec des questions aussi... ces séances sont un panorama, quoi. Pas une vulgarisation, mais une présentation de mon travail. Mais peut-être, oui, peut-être qu'il faut entrer dans ces questions-là. Enfin, pour répondre à ta question qui m'intéresse beaucoup, et en tout cas, non, il y a un lien il n'y a aucun mot n'est trop fort de consanguinité entre techné et mimésis. Métaphysique, comme je l'ai dit une fois, ça veut dire imitation de la physique. Ça ne veut rien dire d'autre, c'est littéral. Métaphysique, ça veut dire imitation de la physique. La science, la technologie est une imitation de ce qui est déjà là. Simplement, l'imitation donne par définition quelque chose de nouveau. Dans beaucoup des questions qu'on me pose, c'est vrai qu'il y a toujours cette connotation péjorative de la répétition, de l'imitation, de la mimésis, qui est précisément ce que je combats. La mimésis, alors, un des paradoxes, pour le présenter simplement, c'est que des philosophes anti-mimétiques comme Badiou vont être très souvent mimétiques dans leur travail, alors que quelqu'un qui parle tout le temps de la mimésis dans le sien comme moi va être très attentif précisément aux singularités, aux divergences, aux différences, à ce qui dérape, à ce qui dévie, à ce qui n'est pas du tout prévu au programme. C'est pour ça que j'évoquais cette espèce de misanthropie, disons, de misanthropie inhérente, je dirais, au platonisme. Bonsoir. Ça fait deux fois que je viens te voir en conférence sur le thème de la transgression. Et au fur et à mesure, il y a des moments où je suis très d'accord avec ce que tu dis, il y a des moments où je ne comprends pas, et il y a des moments où je ne suis pas d'accord du tout. Et je crois que j'ai compris pourquoi. Mais c'est ça. Je te rassure, j'ai une question quand même. J'ai l'impression qu'on donne sous le terme de transgression des
des choses assez différentes finalement. Et si je reprends les exemples qu'on a cités ce soir, quand on parle par exemple de dire que l'agriculture est une transgression de la loi naturelle, on est plutôt dans une transgression, je dirais, additive. On ajoute quelque chose par rapport à ce qui se passe tout seul. Tout à fait. Quand on va parler de transgression au sens de l'héroïsme transgressif dont tu parlais, on est plutôt dans quelque chose de soustractif, c'est-à-dire que vraiment on dit le bien et le beau, finalement, non, pourquoi pas le beau sans le bien. Il y a encore une autre manière, Philippe parlait de transgression, de la transgression, là pour le coup on est vraiment dans le retour, c'est-à-dire la transgression, finalement c'est le retour à la loi. C'est le retour à la loi. Quand on parle de Dieudonné, il y a encore l'attitude avant-gardiste qui est la transgression égale ce qui est avant est acheté, qui effectivement ne peut pas marcher sur la durée. Et du coup, alors d'une part, apparemment oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on met sous le terme de transgression des choses finalement très différentes. On a donné des éléments pour nuancer les divers. Mais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. C'est pareil d'ailleurs quand on parle d'imitation, c'est-à-dire que cette imitation qui est, je pense que la difficulté de compréhension pour pas mal de monde par rapport à cette imitation qui ajoute quelque chose, c'est justement qu'on est souvent dans quelque chose d'additif ou qui produit quelque chose en étant soustractif. Ou est-ce que c'est des thèmes que tu vas aborder je vais d'abord savoir si j'avais bien analysé ça et ensuite... Non, c'est très bien analysé, juste peut-être là, et c'est probablement la faute, ou peut-être il faut que je sans du tout m'en rendre compte, parce que pour moi c'était évident, mais ça c'est le prix à payer, peut-être de travailler tout seul trop longtemps, mais peut-être j'explique pas assez, c'est ce que je disais juste avant. Il me semble dans beaucoup de questions qu'on me pose, alors que pour moi c'est une des principales conquêtes de mon travail solitaire pendant ces années épiques et homériques, c'est que vraiment pour moi il va de soi que la mimésis c'est pas du tout l'itération, c'est pas du tout la reproduction, c'est pas du tout, c'est une puissance immédiatement différenciante, etc. Il y avait cette intuition chez Kierkegaard, chez Nietzsche, chez Heidegger, chez Deleuze, mais peut-être que chez moi, c'est encore plus explosif, à quel point la répétition ne fait que produire la différence. Donc pour moi, ça va tellement de soi que c'est vrai que je manque peut-être un peu de pédagogie pour expliquer à quel point c'est vraiment le nerf stratégique du problème. À quel point la mimésis, c'est ce qu'il y a de plus différenciant. Et ça engage un tel débat. Alors, quand on n'est pas universitaire, qu'on ne fait pas... 15 heures de cours et 40 conférences par an, j'ai un espace limité parce que c'est vrai que cette question-là engagerait une discussion de détails avec pas mal de philosophes contemporains importants, de dire à chaque fois en quoi ça... Et c'est vrai que je ne suis pas assez malade pour écrire tous les 3 mois 300 pages sur Deleuze, 300 pages sur Derrida, etc. Tout seul. Je suis obligé de trouver des stratégies d'écriture pour quand même être entendu et pour, comme disait Nietzsche, depuis qu'il est mort, quand la solitude est devenue insupportable. C'était Nietzsche qui disait ça, qui est mort de solitude. Donc je suis obligé de trouver des stratégies, et donc ce séminaire aussi fait partie pour condenser tout ça. Voilà. J'ai peut-être pas encore fait assez entrevoir à quel point, pour moi, cette archimimésis est un explosif. C'est quelque chose qui, si on adopte la juste perspective historique, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus producteur de différence, de singularité, y compris au sens monstrueux, y compris au sens des souffrances, du mal, des atrocités, etc. Mais pas que, donc c'est pas que négatif, tout ce que je dis, que la mimésis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une question qui rejoint la précédente. Puisqu'on est en petit comité, Régis t'a posé une question à laquelle il me semble que tu n'as pas répondu, c'est est-ce qu'on est sûr que l'appropriation, enfin dans quelle mesure l'appropriation, parce que je sais que tu as une réponse, l'appropriation des lois de la botanique, donc cette architransgression, quel est ce rapport-là, et le poète qui va, dans les années, je ne sais pas, 1930, chanter la grandeur de l'homosexualité. Donc on a 2 transgressions dans ton vocabulaire, et pour poser la question le plus simplement possible, quel rapport ?
faudrait... Si on prend les choses philosophiquement, c'est-à-dire de manière globale, il y a forcément un rapport, l'écriture vient de l'architransgression, vient de la science, etc., vient de la capacité technologique. Peut-être là où je pourrais répondre sur un point très 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 précis, c'est vraiment sur ces questions d'avant-garde, c'est-à-dire si on fonctionne, c'est ça qui est absurde en philosophie, c'est que ce discours de l'événement comme suppression absolue, comme nouveauté absolue, comme dépassement qui laisse loin derrière soi ce qu'il a dépassé, ça parle à l'art, parce que l'art a été influencé par cet ultra-platonisme-là, qui est absurde en réalité, qui est schizophrène. C'est-à-dire que ce discours avant-gardiste qui dit on va dépasser, on va laisser loin derrière, si on observe les techniques les plus archaïques, ce qui est supprimé est toujours conservé. Si les lois de la botanique disparaissaient absolument à cause de l'agriculture, il n'y aurait pas d'agriculture. Si les corps animaux et la prédation disparaissent parce que la chasse, parce que la guerre, il n'y aurait ni chasse ni guerre, il n'y aurait absolument rien. C'est ça le propos. Et c'est ça, alors de manière indirecte, je réponds indirectement à ta question, quel rapport entre... je ne veux pas donner l'impression que la philosophie étouffe les événements concrets. Je dis pas... j'ai trop de respect et je suis trop un héritier des philosophies de la différence pour que ça soit autre chose que mon point de début. Moi, je pars de ça, du fait qu'il n'y ait que des différences, que des singularités, que des choses qui divergent, que des cas... Le cas A ne ressemble pas au cas B, qui ne ressemble pas au cas C. Et donc, pour moi, c'est le préliminaire du travail philosophique. Le travail philosophique vous donne une perspective sur tout ça, une sorte de panorama, comme mettre sa caméra, un metteur en scène, il le met quelque part. Mais il n'épuise... donc j'essaye de dire une généralité sur tout ça, mais ça n'épuise pas les cas. Quel est le rapport au bout d'un moment, il n'y en a pas, bien sûr. J'essaye pas de généraliser comme ça. Non, c'était juste... Est-ce que c'est vraiment Est-ce qu'une transgression qui... Oui, d'accord. Une appropriation des lois de la botanique, est-ce qu'elle est dans le même terrain de penser qu'une contestation des lois bourgeoises Oui et non. Est-ce qu'on continue une dernière question avant d'aller boire? Non, pour reprendre un peu ce qu'a dit monsieur, cette notion de transgression, dès qu'on commence à en parler un peu de manière approfondie, on voit qu'on fait des sous-catégories, parodie, appropriation. Est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas la laisser tomber? Mais je parle juste dans une discussion. Non, mais dans le cadre, quand je me pose, un peu comme moi aussi je me répète, donc la dernière fois j'avais parlé de Foucault, c'est vrai que c'est un texte très court, préface à la transgression, avec de 63, en fait je pense que c'était déjà un philosophe de la différence à ce moment-là, parce que sa conclusion c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de transgression, il y a un mariage finalement des forces dites opposées qui débouchent pas ce qu'on pourrait croire, et surtout pas des révolutions, donc ce que tu disais, tout à fait ça, pas question de libérer les asiles, en tout cas pas comme ça, pas de cette manière, il fallait laisser parler, il fallait laisser l'archive se faire, mais Foucault n'est pas le révolutionnaire présent, parfois encore. Quelqu'un qui a été beaucoup de choses de toute façon. Et voilà, donc finalement ce mot de transgression, c'est vrai qu'il paraît, dès qu'on le déconstruit un peu, il paraît un peu plus problématique, et notamment la notion du temps, quand tu mets, si tu dis c'est avant, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça autre chose? Est-ce que c'est pas, effectivement, à ce moment-là, ce serait pas, on a dans le livre psychique un besoin de dépasser les choses, qui aurait la base de beaucoup de comportements, mais est-ce que ce mot transgression, il ne faut peut-être pas trop en faire une espèce de, comme ça, d'un concept, sens qu'ancien, et si ça ne rentre pas dedans, ça ne marche pas, quoi. C'est comme ça, parce qu'on en parle, c'est pas vraiment une question. Écoute, le texte de Foucault dit bien, justement, attention, quand même, la transgression est comme une forme d'événement. Quand il décrit la transgression, on entend les raïnistes, quand même. Il y a une ouverture, on ne sait pas si ça se refaire, on essaie que ça dure ouvert le plus longtemps possible, le l'état d'exception dure, c'est une des définitions d'événement. Et Régnier, c'est aussi appropriement, donc on tourne un peu en rond, mais en même temps c'est un bon concept de parler de transgression. Et voilà, j'ai l'impression parfois, moi j'ai du mal à m'approcher. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Pour une fois, je vais être platonicien, c'est-à-dire on vise les choses et non pas les mots. Donc, pour moi, le mot transgression en tant que concept embrasse l'essentiel. Puis j'ai pas l'impression,
bonne chance à ceux qui veulent déconstruire mon système de la transgression de législation. Comment je souhaite. C'est pas déconstruire, c'est pas le déconstruire, c'est le replacer, tu vois, parce que la parodie en soi c'est une forme de concept autonome qui m'intéresse beaucoup. Je ne savais absolument pas que tu pouvais élargir le sens à ça, à la science justement, à cette violence originaire, et voilà. C'est pas le déconstruire de toute façon. Non, mais je te rassure, on ne parlera pas de transgression. Je vous rassure, je ne ferai pas un transgression 3. Je comptais juste aujourd'hui mettre sur les... Forcément, on y reviendra. Forcément, on y reviendra. La prochaine fois, ça sera un peu plus, comme il commence à faire chaud, on fera un truc, alors on essaiera de vous surprendre. Bon, ça sera sexualité, donc c'est lié, j'expliquerai quand même un peu, mais il y aura une certaine... Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine surprise. Alors on a parlé qu'éventuellement, en plus, il y ait une fête après, donc on verra. Ça sera en juillet, il fera très chaud, ça sera la sexualité, voilà. Merci Betty.